J'ai envie de faire l'amour avec toi. Bonjour Sabrina et Guillaume de Brebisson, merci d'être venus chez moi. Donc vous êtes tous les deux auteurs, tout comme moi d'ailleurs. Je montre votre petit dernier, j'ai fait le bilan de mon couple et également, alors ça c'est Guillaume qui l'a écrit tout seul, S'épanouir, que je suis en train de lire et que j'apprécie énormément. Et moi je suis l'auteur d'Enfant Vaginal. Qu'on a lu et qu'on apprécie énormément. Absolument. Et juste pour faire un petit topo sur comment on s'est rencontrés il y a 3 semaines déjà ou 2 semaines. Guillaume et moi une interview, on a depuis refait une interview tous les trois sur votre chaîne l'Université de l'amour et puis là on s'est dit qu'on allait faire un podcast sur moi ma chaîne et on se voit pour la première fois tous les trois en vrai. Ouais. Le thème de notre émission aujourd'hui c'est l'amour conscient et la guérison et vous animez des stages pour les couples et la guérison s'opère dans le relationnel du couple. Alors, parlez-nous des stages qui viennent et que vous allez faire là très bientôt et comment vous arrivez à guérir les couples. Oui, c'est vrai qu'on va faire un stage bientôt au Costa Rica. Alors ce sera en juin 2025. Et donc c'est un stage où on va vraiment prendre soin du couple et évidemment de la blessure de chaque partenaire de couple à travers évidemment la sexualité, puisque le vecteur pour nous qui est source de connexion, de relation, d'approfondissement de la relation, c'est vraiment la sexualité. Oui, alors ce stage s'appelle S'épanouir pour guérir. Donc on a le programme dans le titre, d'une certaine façon. L'idée c'est que nous on voit bien, on travaille avec des couples beaucoup, on accueille beaucoup, et on voit bien comment ça se passe. Les couples se réunissent sur deux partenaires qui, en général, sont blessés, d'une part, et d'autre part, très souvent porteurs de la même blessure. Et à chaque fois, chaque partenaire bute contre la blessure de l'autre et, d'une certaine manière, la lui reproche. C'est une sorte de confrontation autour des blessures, sans voir que chacun des deux partenaires est en fait la solution au problème de l'autre. En général, c'est ça. Et donc, on peut passer d'une logique d'affrontement à une logique vraiment de partenariat, dans laquelle chacun des deux partenaires va aider l'autre à dépasser sa blessure ou à la traverser ou vraiment complètement la guérir, en étant lui-même, en bénéficiant lui-même de l'amour de son partenaire qui va avoir le même effet sur lui. Et là, il y a un espace qui est merveilleux pour ça dans le couple, et c'est celui de la sexualité. Parce qu'une sexualité qui est lente, une sexualité qui est consciente, qui est douce, qui est amoureuse, qui est respectueuse, donc pas celle qu'on voit dans les films porno par exemple, mais une sexualité beaucoup plus tranquille. Celle qu'on décrit dans le livre, tous les trois. Voilà, cette sexualité-là, elle est porteuse de guérison. Elle est porteuse de guérison parce que, tout simplement parce que chacun des partenaires se sent accueilli dans son entièreté, dans son intégrité, peut se montrer tel qu'il est, peut exister au sein de la relation, etc., etc. Et ça apaise et ça permet aux deux personnes du couple, lorsqu'ils ne sont pas en train de faire l'amour, le reste du temps, de continuer d'être dans cette logique de je prends soin de toi. Je prends soin de toi, tu es important ou importante pour moi, et au lieu d'être dans je veux recevoir, tu ne me donnes pas assez, etc., qui est malheureusement une attitude qui est très fréquente dans les couples. Donc il y a un vrai travail de guérison, et ce travail de guérison, il s'opère à la fois sur un plan psychique, parce que les blessures, c'est des blessures psychiques, comme la trahison, le rejet, l'abandon, etc. Mais il se fait également sur un plan spirituel, parce qu'en fait, quand on est capable de traverser les blessures ensemble, en sachant qu'on a quelqu'un à côté de soi qui va nous aider, je pense, en parlant comme ça, je pense à la chanson Stand By Me, c'est soit là avec moi, pour moi, pendant que je suis confronté à la douleur. Si on fait ça, eh bien, en fait, on est en train de réaliser ce pourquoi le couple existe, et on est dans l'initiation du couple alchimique. C'est exactement ça. Ça passe par des choses très concrètes. Oui, alors, je voyais qu'il y avait un outil notamment, vous êtes dans l'Imago tous les deux, je crois. Et moi, c'est vrai que j'avais entendu parler de cet outil il y a des années et qu'on m'avait passé une vidéo là-dessus. Et je trouvais ça absolument formidable parce que ça rejoint la CNV, donc la communication non violente. Donc parler de ses propres émotions et pas
dire tu, comme on dit, vraiment ne pas invectiver l'autre en fait. Et tu donnes des exemples dans Sex Panéa justement de dialogue fictif. Et je trouve ça génial parce que ça donne un exemple de comment ça pourrait se passer dans le couple et de comment reformuler les choses pour qu'on puisse enfin se parler sans être tout le temps en opposition et de ne pas pouvoir se rejoindre au milieu quoi en fait. Donc j'imagine que vous utilisez ça aussi dans les stages. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, c'est là qu'on a eu la confirmation que dans un couple, si on parle du couple comme un système, c'est pas très glamour, mais c'est quelque part c'est un peu ça quand même. Et bien, il y a quelque chose qui est merveilleux dans un couple, c'est que un couple, chaque partenaire va rencontrer l'autre et sans le savoir a la même blessure que l'autre. Mais simplement, chacun va réagir de différentes manières, d'une manière opposée par rapport à cette blessure commune. Donc on dit que dans un couple, il y a toujours une névrose qui est imbriquée et des blessures qui sont imbriquées l'une dans l'autre. Et l'idée, en fait, c'est vraiment, au lieu de dépasser le stade où l'autre va appuyer sur le bouton rouge qui fait mal. Et donc, grâce à tout un travail de connexion et de sexualité épanouissante, l'idée c'est vraiment de dépasser ça et que l'autre arrête d'appuyer sur le bouton rouge qui me fait mal, qui vient raviver ma blessure en fait. Parce que là on parle des blessures, mais il n'y a pas que les blessures, il y a le mode relationnel d'attachement, enfin il y a la théorie de l'attachement, donc soit on est sécure, soit on est insécure, et quand on est sécure, on peut être éloigné ou ensemble. On est sécure quoi qu'il arrive, on est heureux de vivre en couple ou séparés, enfin éloignés en tous les cas. Mais il y a l'insécure, il y a 3 modes d'attachement insécure, c'est anxieux, donc on veut tout le temps que l'autre soit avec nous, distant, on veut tout le temps, évitant, on veut tout le temps que l'autre soit éloigné parce que l'intimité nous fait peur. Et il y a anxieux, évitant, c'est un peu des deux. Donc est-ce que vous l'abordez sous ce prisme aussi? Alors on parle assez peu, nous, de la théorie de l'attachement. D'accord. On n'en parle pas, mais on la prend en compte. Et c'est beaucoup de choses se régulent, pas se règlent, mais se régulent via les dialogues. Mais je suis d'accord que c'est plus difficile d'avoir un évitant dans un dialogue que d'avoir un sécure. Ça, c'est clair. Ça lui demande plus d'efforts. Mais en fait, nous, on amène beaucoup les couples à s'interroger sur quel est leur désir profond. Si mon désir profond, c'est de rester dans mon couple, de grandir grâce à ma relation, il va bien falloir que je vienne m'asseoir face à mon partenaire, même si je suis évitant, et que je sois d'accord pour dialoguer, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen, en fait. Alors, ça demande plus ou moins d'efforts à l'un ou à l'autre, mais un évitant, en général, il est en couple très souvent avec un anxieux. Donc, l'anxieux, c'est aussi à lui de prendre en compte que son partenaire est évitant, donc de le rassurer. Il y a beaucoup une question de sécurité. Tout ça, ça se travaille avec les outils de connexion. Dans les stages qu'on anime, il n'y a pas que Sex Panéa pour guérir. Il y a une série de stages, mais dans tous ces stages, systématiquement, la chose qu'on fait au quotidien, tout le temps, c'est de reconnecter les partenaires de couple en permanence. Parce que les partenaires qui sont connectés, ils peuvent aller n'importe où, il n'y a aucun problème. Ils peuvent aller découvrir des tas de choses qui les mettraient en insécurité sinon. Et dès qu'ils sont en déconnexion, qu'ils se sentent déconnectés, à ce moment-là, c'est l'anxiété, la peur, l'insécurité qui gagne et qui va les fragiliser. Donc en fait, leur force, elle vient du fait d'être ensemble et d'être connectés. D'ailleurs, vous faites l'interview en connexion. On a toujours besoin d'un rapport tactile. Oui, surtout toi. Oui, surtout moi. Tu dis pas non, apparemment. Non, il dit jamais non, heureusement. Cette connexion, on travaille vraiment là-dessus dans un cadre de sécurité. Pour nous, c'est très important que le stage se passe dans un contexte de sécurité. Sinon, on peut rien faire quand on est dans l'insécurité. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qui nous porte. On a toujours en ligne de mire la sécurité, le fait que chaque couple avance tranquillement. Alors parfois, il y a des moments un peu difficiles dans les dialogues, évidemment, mais tout ça, ça veut dire que ça travaille. Et en fait, on ne laisse jamais
un atelier se terminer avec un couple qui va pas bien. Nous, ce qu'on veut, ce qui nous porte, c'est que le couple aille mieux. On n'a pas forcément des couples qui viennent vers nous qui sont dans un scénario catastrophe, où c'est la crise, ou je sais pas, ils sont au bord de la rupture. On n'a pas, c'est souvent d'ailleurs ce qu'on nous dit, mais c'est des couples qui vont vraiment mal, qui viennent vous voir, et pas forcément. C'est pas la dernière chance, votre stage. Non. Vous avez jamais vu des couples de la dernière chance Si. C'est ce stage ou rien et on se sépare après. Il y a des couples qui vivent ça comme ça. Ouais. Mais en fait, c'est plus vrai pour le stage Faites l'amour avec amour. Où là, qui est le premier stage de la série S'épanouir, où on réintroduit une forme de sexualité différente de celle que connaissent la plupart des couples, et où on va dans la douceur, dans la lenteur, etc. Et là, en général, les couples qui viennent, au moment où ils arrivent, ça fait des mois, soit qu'ils font plus l'amour, soit qu'il y en a un des deux qui dit à l'autre, moi j'en ai marre, ça passe comme ça, etc. Ils sont à cran, quoi. En tout cas, ils ont un passif. Ils ne sont pas forcément à cran au moment où ils arrivent, mais ils ont un passif. Désespérés, peut-être. Désespérés. Avec un manque d'espoir. Ils en ont marre de là où ils sont. Ça, c'est assez fréquent pour ce stage-là. Mais on a aussi, et heureusement d'ailleurs, dans nos stages, des couples qui sont heureux d'être ensemble et qui ont envie de découvrir plus. Et je pense que pour les couples qui vont venir au stage S'épanouir pour guérir, à mon avis, ce sont des couples qui ont déjà fait un travail de conscience et qui savent qu'ils sont par exemple porteurs d'une blessure, qu'il y a un travail à faire. Je pense qu'ils ont envie d'aller sur ce chemin du couple alchimique, de l'initiation. À mon avis, c'est plutôt des couples comme ça qui vont venir à notre stage. Alors, je dis à mon avis, comme ça, je ne suis pas sûr, parce qu'on a des inscriptions, mais on ne sait pas encore comment ça va se passer. Qui vous aurez en face de vous. Il y a plein de manières d'être en couple, il y a plein de façons de s'interroger, et nous, notre fonction ou notre rôle, je ne sais pas, c'est d'accompagner les couples en les prenant là où ils sont et en leur faisant faire le plus de pas possible en direction du couple alchimique et de l'initiation. Alors tu parles de couple alchimique et d'initiation, pour les gens qui ne connaissent pas ce que ça veut dire, vous voulez peut-être donner une définition. On a 6-7 heures devant nous. En version courte, s'il te plaît. Nous considérons, enfin tu diras si tu n'es pas d'accord, nous considérons que le couple, c'est un chemin, c'est la voie, j'allais dire, royale d'une certaine manière, pour que chacun puisse se connaître soi. Mais pour être capable de déjà en arriver là, il faut déjà avoir nettoyé pas mal et cesser de chercher à se faire valoir à l'intérieur de son couple, d'être dans cette opposition dont je parlais tout à l'heure, cette confrontation permanente. Il faut sortir de ça. Et quand on sort de ça, on s'aperçoit que c'est grâce à l'autre qu'on peut aller visiter en soi des espaces qu'on n'a en général pas envie d'aller regarder, mais que quand on y va et quand on les traverse, à ce moment-là, il y a un travail, d'une certaine manière qu'on pourrait appeler de purification, qui se fait, et de transformation profonde. Cette transformation, moi je l'appelle alchimique, parce que dans l'alchimie, on a d'abord clairement cette idée de transformer un métal en un autre, donc le plomb en or, et on passe par des très grandes étapes, il y a 3 étapes principales, et c'est la même chose qui se passe dans le chemin de la transformation humain. Et ça, c'est pas moi qui dis, c'est Carl Jung. Ouais, alors, c'est l'œuvre blanc, l'œuvre noire et l'œuvre rouge. Et dans ces 3 étapes correspondent à des étapes psychiques. Il y a un nettoyage, dont je parlais tout à l'heure, le fait d'entrer dans la crise et de vouloir sortir de cette crise et avec tout ce que ça peut brûler en soi, toute la douleur, la souffrance qui peut s'exprimer, voilà. Il y a un travail plus de compréhension, mais au sens de réception vraiment de l'enseignement qui va pouvoir venir sur une terre labourée justement par la souffrance avant. Et puis il y a un travail de transmutation, où là on devient non pas quelqu'un d'autre,
on devient qui on est. On devient enfin qui on était depuis toujours, mais simplement, on avait tellement peur de le montrer qu'on a mis plein de masques, plein d'armures, plein de cuirasses par-dessus nous-mêmes. Et ça, c'est grâce à l'autre qu'on peut enlever ces cuirasses. Parce que ça vous a parlé tout à l'heure de la sécurité. C'est essentiel. Comment je vais faire pour me mettre tout nu, psychiquement parlant, s'il n'y a pas quelqu'un qui me protège et qui me dit qu'il m'aime? Regarde, dans un couple uni, il y en a un des deux qui est très malade et qui se retrouve hospitalisé, quelle que soit la raison, et fragilisé. Il va se retrouver dans des situations qu'on connaît, hein, ou qu'on a vues chez des amis ou des personnes de la famille, où il va se retrouver très fragile, être un peu traité un peu comme un objet par les soignants, se retrouver de temps en temps nu sans l'avoir voulu, enfin, des choses qui sont douloureuses à vivre en fait, sur le plan de l'estime de soi. Et puis il y a son partenaire qui est là. Et son partenaire, qu'est-ce qu'il fait? Il le calme, il l'apaise, il lui dit c'est pas grave, j'ai rien vu. Tu vois, on a besoin de ça pour se mettre à nu, pour rentrer dans sa vulnérabilité, pour rentrer dans sa fragilité, pouvoir traverser et devenir enfin qui on était déjà. On a besoin de quelqu'un qui est là, qui, comme je disais tout à l'heure avec Stand By Me, qui nous aide, qui nous aime, en qui on a confiance. Et ça, le couple permet ça. Et ça permet donc cette guérison des deux finalement, et de l'entité couple aussi. Oui. Et donc ce couple alchimique finalement, enfin on en parlait, alors je ne sais plus si on en parlait en antenne après notre émission de la dernière fois, oui, c'était en antenne. Ouais, et je disais qu'effectivement moi dans ma relation passée avec mon ex là, il me disait qu'il ressentait énormément de chaleur dans mon vagin, et que nous on avait l'impression de traverser aussi des états émotifs ou émotionnels en tous les cas, et il y avait des choses qui ressortaient, et vous me disiez que vous aviez rencontré la même chose finalement, donc il y a cette chaleur alchimique aussi qui fait que le corps lui-même bouge tout seul, et lâche des choses engrammées en lui, et ce fait de valoriser ou de laisser le mouvement se faire tout seul dans le corps permet au corps finalement de lâcher des choses sans même qu'on puisse mettre des mots dessus parfois. Hein. Absolument. Et cette guérison se fait en faisant l'amour très très lentement et en prenant le temps d'être dans une forme de méditation très peu active finalement, où on laisse justement le corps s'exprimer tout seul. Oui, il y a un nettoyage. J'aime beaucoup ce que tu dis parce que c'est tout à fait vrai. Moi, j'ai parlé de tout ça sous un angle un peu psychologique, si on veut, mais c'est tout à fait juste, et c'est important de le dire, que simultanément à ce travail psychologique qui n'est pas toujours conscient, il y a aussi quelque chose qui se passe dans le corps, et c'est normal, puisque le psychisme et le corps, c'est la même chose. Donc, évidemment, il se passe des choses au niveau corporel, et c'est pareil, parfois on ne sait pas ce que ça veut dire, mais il y a un nettoyage, il y a un épurement, il y a quelque chose de plus doux qui s'installe, de plus profond, de plus tranquille, il y a la sécurité. Tout ça se vit d'une manière qui est très très corporelle, très physique, très... Alors ça se manifeste par de la chaleur, ça peut se manifester par des tremblements, ça peut se manifester dans la sexualité par l'accès à certaines manifestations orgasmiques qu'on ne connaissait pas avant, comme par exemple pour les femmes les fontaines, ou le trembler de tout le corps, ou pour les hommes aussi, enfin voilà, il y a pas des stades, mais il y a des manifestations particulières qui viennent alors qu'on ne les attendait pas. Ou le son aussi, sortir des sons presque animaux, ou presque, enfin, qu'on aurait peut-être honte de faire. Finalement, c'est la sécurité qu'on éprouve dans le couple qui fait qu'on arrive à s'exprimer tel qu'on est, en fait, et à ne pas avoir honte, de ne pas se regarder en se jugeant, quoi, en tous les cas. Ça, et sans que l'autre nous juge non plus. L'autre nous autorise. C'est ça. Et ça, c'est hyper précieux. Ça, c'est extraordinaire. C'est fabuleux pour nous deux, en tout cas pour moi. Parce que une des choses qui sont fabuleuses dans ma relation avec Sabrina, c'est le fait que je me sens le droit d'être moi. Enfin. Mais du coup, en dehors du couple aussi.
Ah bah oui, attends, parce que moi, Sabrina, elle me l'autorise genre les autres. Hein. Donc à bien se tenir. Et toi, Sabrina, Je peux être moi-même dans le reste du monde grâce au fait que toi, tu m'autorises. Oui. Et toi aussi, tu sens qu'avant de vous rencontrer, tu n'étais pas forcément toi-même et que maintenant, il y a cette... Oui, complètement. Moi, je pense que, en fait, ce qui a été extraordinaire, c'est que je ne savais pas que c'était possible, en fait. Ça a été une vraie découverte pour moi de vivre des moments aussi intenses dans mon intimité. Et quand je dis que je ne savais pas que c'était possible, c'est vraiment sincère. C'est-à-dire que j'ai été un peu, comment dire, complètement chamboulée par notre première fois déjà. Dès la première fois, ça a utilisé à fond. Je suis ressortie de là en me demandant ce qui s'était passé, sans avoir vraiment de souvenirs précis de ces quelques heures qu'on a passées ensemble. C'est vrai, très sincèrement, que je ne savais pas qu'on pouvait atteindre ce niveau-là. D'état de conscience. Voilà, d'état de conscience. Et Guillaume non plus, donc c'est oui, c'était une découverte pour moi. Oui, c'était avec vos précédents partenaires, ça ne s'était pas passé. Jamais. D'accord. Non. Et c'est vrai que forcément, ça a un impact sur le soi, en fait. Mais c'est vrai, quand tu parles de Jung, moi j'aime tellement cette phrase « deviens qui tu es ». C'est ça. Deviens qui tu es. Une des choses qui était extraordinaire la première fois qu'on a fait l'amour tous les deux, c'est que à un moment donné, et ça, c'est très important, il y a eu un moment où moi j'ai eu l'impression, et toi tu m'avais dit aussi après que c'était le cas, qu'il y avait quelque chose d'autre dans la pièce, qu'il y avait une énergie, un truc invisible, une présence. Je ne saurais pas la décrire parce qu'elle était invisible, mais c'était très clair pour moi qu'il y avait quelque chose d'autre. Et donc, pourquoi je parle de ça? Parce qu'en fait, ça veut dire que dès qu'on a fait l'amour ensemble, on a été tout de suite projeté dans ce monde du couple alchimique, de l'initiation. Pour moi, j'ai vécu une illumination ce jour-là. J'ai lu des tas de récits d'illumination, et 15 ans après, je me suis dit, mais en fait, non, moi je l'ai vécu, c'était cette fois-là. Pendant longtemps, je n'étais pas aperçu. Donc vous l'avez vécu tous les deux, toi aussi. On l'a vécu tous les deux. D'où le fait que vous n'ayez pas tant de souvenirs que ça, parce que c'est un état en fait. C'est un état hors du temps. Pour moi, c'est un peu flou en fait. Et du coup, nous, depuis le début, depuis qu'on se connaît, notre relation, elle est sous le signe de la sexualité sacrée et de la guérison par la sexualité. Depuis le début. Juste un petit détail en plus, la deuxième fois on s'est vu, enfin la troisième fois, on s'est rencontrés une première fois, la deuxième fois on a fait l'amour pendant des heures là, et la troisième fois, quand on s'est revus, Sabrina m'a offert un livre en me disant j'ai acheté le même pour moi, on va le lire ensemble chacun de notre côté, et on pourra échanger, etc. Ce livre s'appelle Le livre des secrets. C'est le livre d'Osho. Ah, c'est pas vrai. Je ne savais pas qu'il était Osho. Ah oui, alors peut-être on va expliquer qui est Osho. Osho, c'est un grand maître de Tantra, mais c'est quand même extraordinaire que dès le début, en fait, on a été, ça nous habite. Quoi. Et qu'est-ce qui t'a poussé à lui offrir ce livre? Toi, tu connaissais déjà le Tantra? Alors, à l'époque, non, c'était vraiment, on va dire que c'est pas un hasard, c'est une coïncidence. En fait, je faisais du yoga. Et un soir, j'étais restée à discuter comme ça avec ma prof de yoga. Et elle nous avait parlé de ce livre. Et moi, le titre, Le livre des secrets, ça m'inspirait. Je trouvais ça chouette qu'on lise tous les deux en même temps un livre, le même livre. Et comme ma prof de yoga m'avait dit que c'était un livre qui était extraordinaire, du coup, je me suis dit, allez, je l'achète. Et puis, c'est vrai qu'on l'a lu ensemble. Enfin, séparément, mais à peu près sur la même période. Et c'est vrai que plus tard, on a découvert qu'en fait, l'auteur de ce livre, c'était Osho. Et 15 ans plus tard, vous lisez toujours autant de livres ensemble, puisque vous préparez vos interviews, vous faites toujours autant d'amour. Et voilà, non, c'est quand même assez incroyable. Et alors, moi, justement, j'aimerais qu'on parle un petit peu, parce que vous disiez qu'il y avait une autre présence dans la pièce. Et c'est vrai que souvent, dans les récits tantriques ou taoïstes, on parle de cette énergie sexuelle, donc comment elle est échangée entre les corps et comment l'énergie toute seule, déjà, rien que... Alors,
juste pour dire, l'énergie sexuelle, c'est l'énergie vitale. Hein. Sans ça, on ne naît pas. Donc on l'a tout le temps dans son corps. Et si on n'a plus d'énergie, on meurt. Et donc, quand on fait l'amour en conscience, on fait circuler cette énergie. Et c'est vrai que moi, je fais un travail pour essayer de le faire toute seule, donc, parce que je ne suis pas en couple. Et c'est très très difficile tout seul. Ça demande vraiment beaucoup de concentration, de faire monter l'énergie et de devenir, de la faire monter dans tout le corps et de la faire redescendre, quoi, de créer donc ce que Mantak Chia appelle l'orbite microcosmique. C'est un circuit, voilà, qu'on fait comme ça. Et quand on fait l'amour, il y a ce circuit d'énergie qui traverse les deux corps en fait. Donc l'énergie sexuelle des deux corps est mise en commun pour créer autre chose. Donc c'est peut-être ça qui s'est passé. Du coup, cette énergie elle-même est une énergie de guérison. Parce que plus on a d'énergie, plus on est en bonne santé. Et moi, je vous racontais, je crois en off, l'histoire d'une copine qui avait mal au dos. Elle m'appelle le matin, elle me dit « Ah bah tu connais pas un bon ostéo ou quelque chose pour le mal de dos, parce que là vraiment j'ai trop mal. » Et je sais pas, j'ai même pas eu le temps, il s'est passé 2-3 heures, elle me dit « Ah bah laisse tomber, j'ai fait l'amour avec mon mec et c'est bon, c'est passé. » Et je trouve ça génial parce que ça dit à quel point rien que faire l'amour peut enlever des maux physiques, en plus de tous les maux émotionnels et de tout ce qu'on a d'engrammé dans notre corps. Et je ne sais pas si vous avez eu cette sensation que faire l'amour peut vous guérir physiquement de problèmes vraiment que vous pouvez avoir, ou si ça vous est pour l'instant pas arrivé. Moi, j'ai pas suffisamment réfléchi à ce point-là, mais je pense j'ai pas suffisamment fait l'amour. Cela dit, vraiment, ce que j'ai ressenti, c'est beaucoup, beaucoup d'énergie même après. J'avais l'impression de pouvoir déplacer les montagnes. Ça, oui, ça, je l'ai ressenti. Après, guérison, je sais pas, parce que Vous n'avez jamais été malade là, avec la grippe ou la crève au fond du lit et tout d'un coup vous faites l'amour et bam, il n'y a plus rien? Ouais, mais on n'est pas trop souvent malade. Ouais, donc parce que votre énergie, justement, elle est à fond. Je pense qu'il y a ça. Ouais. C'est-à-dire, on est quand même. On est beaucoup en lien avec l'énergie, de manière générale. Et oui, dans ce que tu dis, l'énergie qui circule, elle est bonne pour la santé, oui, parce qu'il y a l'énergie et il y a la circulation. Et effectivement, quand on est deux, la circulation est potentialisée et donc on accède à quelque chose d'autant plus puissant. Et effectivement, on est très rarement malade. Ça, c'est vrai. Parce que c'est ce qu'on dit, en fait. On dit que quand l'énergie est au plus haut, on ne peut pas tomber malade. Et dès que l'énergie baisse, c'est là qu'on devient malade. Et d'ailleurs, si on prend l'échelle Bovis, je sais pas si c'est 800 le maximum. Et quand on est malade et qu'on a un cancer stade terminal, on est à 10, quoi. Donc, et on meurt à 0. Donc c'est vraiment... moi, je pense que c'est peut-être pour ça que vous n'êtes pas malade, c'est que justement ça aide à garder, à conserver la santé. Alors moi, ce qui m'avait vraiment interpellée, c'est d'avoir lu le livre de Mantak Chia, donc c'était le couple multi-orgasmique. Et donc j'ai là sous les yeux, je le mettrai dans la vidéo, donc effectivement c'est un dessin d'un pénis. Et donc tout en haut, il y a des points, alors il y a des points de méridien qui passent par à la fois le vagin et le pénis. Et c'est vrai que quand j'ai découvert ça, j'étais là, mais c'est incroyable qu'il y ait ces méridiens-là qui passent là pour des organes assez majeurs, quoi. Le cœur, les reins, les poumons. Donc du coup, finalement, quand on fait l'amour, on se fait un massage des principaux organes qu'on a dans le corps. Ce qui expliquerait aussi peut-être pourquoi vous êtes en bonne santé et quand on fait l'amour lentement, parce qu'on prend le temps de masser finalement chaque partie du corps. Ce n'est pas seulement les principaux organes, ce sont tous les organes vitaux. Oui, tous les organes vitaux. Le foie, c'est un organe vital, le cœur, les reins, c'est pareil. Il n'y a que le cerveau qu'on ne touche pas avec. Mais le cerveau est-il vital? C'est pas sûr. Pas du tout certain. Ce que tu dis là, ça me rappelle Wilhelm Reich, qui est donc un psychanalyste qui a suivi l'enseignement de Freud et qui a travaillé beaucoup sur justement l'énergie, la circulation énergétique, qu'il appelait lui l'orgone, et puis la sexualité. Bon, Reich, c'est une pensée infinie, enfin, il y a plein de niveaux, etc. Mais il a notamment écrit un livre que j'adore, qui s'appelle La fonction de l'orgasme, où il explique que pour lui, l'orgasme, c'est une manière de remise à zéro, en fait,
à la fois du corps et de la psyché, et que l'orgasme guérit. L'orgasme, enfin pas guérit, mais l'orgasme soigne. Voilà. Et là, tu vois, avec Montaxia, le Tao, etc., on a un portrait plus précis, plus pointu. Une cartographie, finalement. Une cartographie qui va dans la même direction. Et un de nos amis qu'on aime beaucoup, qui est notre maître en sexothérapie, Alain Héril, a publié il y a quelques années un livre qui s'appelle L'orgasme thérapeutique, où il montre cas par cas et situation par situation comment l'orgasme peut effectivement réellement soigner, y compris des maladies cancer, identifiées, etc. enfin voilà. Donc on est bien au cœur de quelque chose. Bien sûr. Faire l'amour, c'est pas tirer un coup. Faire l'amour, c'est quelque chose d'extrêmement puissant qui nous amène à un degré de réalisation de soi grâce à l'énergie, grâce aux méridiens, grâce à tout ça, qui est proprement incroyable en fait. C'est le remède naturel par excellence, à condition de ne pas faire n'importe comment. C'est ça, et alors justement, je re-regardais récemment une interview avec Anna Sandra que j'avais faite en 2023, et elle me parlait d'un truc que vous avez nommé le yoni mapping. Et moi je ne savais pas que ça existait cette expression-là, donc une amie à elle avait été faire un stage aux États-Unis, elle était revenue, elle lui avait proposé pendant 2 heures donc, de lui toucher les poings dans le vagin, et qu'elle avait pleuré pendant 2 heures, mais qu'elle était venue chercher des choses alors qu'elle pensait que ce serait peut-être plutôt agréable, et en fait ça l'était pas du tout, quoi. C'est venu faire ressortir des tonnes d'émotions auxquelles elle ne s'attendait pas. C'est vrai que vous avez une connaissance peut-être du sujet aussi, ça m'intéresserait qu'on parle de ça. Donc yoni, ça veut dire le vagin en fait, oui, tout à fait. Mais en sanskrit, c'est ça? C'est ça, c'est le mot pour parler du vagin en sanskrit. Le yoni mapping, oui, c'est une technique qui existe effectivement, voilà, et qui peut être très bénéfique pour certaines personnes, certaines femmes qui ont des blessures engrammées à cet endroit-là. Et donc voilà, plutôt des victimes de viol, tu dirais, ou pas forcément? Pas forcément, pas nécessairement. Ça peut être des blessures d'origine, oui, sexuelle ou pas d'ailleurs, j'imagine. Mais en tous les cas, c'est engrammé à ce niveau-là. Et donc, c'est un toucher qui est très précis, qui se fait sous forme de cercle. Voilà, je ne sais pas si je peux préciser encore plus. En fait, c'est un peu comme un cadran. Oui, il y a 12 points. Il y a 12 points, voilà. Il y a 12 points et il y a 3 niveaux de profondeur. Donc au total, il y a 36 points. Et le yoni mapper, qui est en général une yoni mappeuse, parce que c'est plutôt un soin de femme à femme administré par des femmes, c'est un peu normal. Le yoni mapper, la yoni mappeuse, elle est appuyée sur chaque point pour voir ce qui se passe. Et parfois, il ne se passe rien. Parfois, c'est agréable. Et puis parfois, il y a un nœud, comme on connaît en massage. Quand on masse quelqu'un, on tombe sur des nœuds. Là, c'est pareil, sauf que c'est interne. Et en règle générale, quand il y a un nœud, c'est qu'il y a une souffrance. Parce que normalement, cet organe-là, il devrait être relâché en permanence. Donc s'il y a des points de tension, c'est qu'il y a une souffrance associée. Et cette souffrance, ça peut être, elle n'est pas nécessairement associée à quelque chose de proprement sexuel. Comme tu l'as montré, tous les organes vitaux sont là. Donc voilà. Ça peut aller toucher un des organes. Ça peut aller toucher un organe vital, ça peut aller toucher moi j'imagine même des blessures transgénérationnelles. Bien sûr. Dont on peut être porteur. Et donc, alors après, la yoni mappeuse, elle appuie et elle ne relâche la pression que lorsque la tension s'est défaite. Mais quand la tension se défait, la femme pleure. Ou elle crie, ou elle fait ce qu'on appelle abréagir. Elle réagit. Et sa réaction, on ne sait pas ce que c'est. Donc il y a un enseignement très précis qui est donné en Australie. En fait, le yoni mapping, c'est une technique qui a été mise en enseignement en Australie par une école de femmes. Et il y a des femmes qui ont été enseignées au yoni mapping qui aujourd'hui sont un peu partout dans le monde.
Sauf en France où c'est interdit. Sauf en France où c'est interdit, bien sûr. Mais en France, c'est complètement interdit. Et en Belgique, on peut y aller, en Suisse, des choses comme Ouais, ça. ouais. C'est autorisé là-bas. On peut peut-être préciser pourquoi c'est interdit en France. C'est assimilé en France, à partir du moment où les organes génitaux sont impliqués dans une transaction financière, le service rendu est considéré comme étant de nature prostitutionnelle. Mais la prostitution n'est pas interdite en France, c'est ce qu'on a dit. Non, mais tout ce qui avez est dit autour de d'ailleurs. la prostitution est interdit. Donc c'est du proxénétisme en gros. Alors, la prostitution n'est pas interdite, mais les clients des prostituées sont pénalisés. D'accord. Donc, Ouais. il y a une interdiction d'aller voir les prostituées, il n'y a pas d'interdiction de se prostituer. Et d'autre part, tout ce qui est autour est assimilé à du proxénétisme, merci. Et du coup, la personne qui est propriétaire du local où la yoni-nappeuse fait son travail est considérée proxénète et le proxénétisme est interdit. En France, c'est très compliqué. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui le font. Il y a des gens qui le font. Oui, mais on reconnaît couverts de quelque chose. Il y a des gens qui le font. Mais ils prennent des risques importants parce que si jamais quelqu'un se plaint, ils entrent sous le coup de ces lois. Donc c'est compliqué. C'est très lourd. C'est compliqué, c'est lourd, oui. Et puis c'est difficile à porter aussi parce que imagine, tu décides pour faire du bien à d'autres femmes, de tenter de les soigner avec une technique qui probablement t'a fait du bien à toi aussi, et donc tu es sûr que c'est positif, que c'est bon pour le monde, que ça va aider ces femmes à se sentir mieux, etc. Tu fais ça, et légalement tu es prostituée. C'est compliqué, en termes d'image, d'accepter ça, c'est pas simple. Voilà, bon, ben ça c'est la petite histoire, c'est la France. Non, mais c'est intéressant de savoir que ça existe et qu'on peut se former à ces techniques-là, aux États-Unis comme en Australie, et que peut-être dans les pays frontaliers, c'est accepté. Oui, il y a autre chose qui s'appelle le Sexological Bodywork. Les Sexological Bodyworkers sont des gens qui sont des thérapeutes, si on veut, des sexothérapeutes corporels, qui ont l'autorisation, enfin par leur enseignement, je veux dire, d'interagir avec leurs patients, y compris au niveau des zones génitales et anales. Donc ils vont aller, donc leur métier, ça va vraiment être d'aller libérer les tensions, avec entre autres choses le yoni-mapping qu'ils connaissent, qui leur a enseigné, et également d'autres techniques, comme le massage de la prostate, ou encore plein d'autres trucs qui vont permettre aux patients de se réouvrir ou d'accéder à une forme de sexualité qu'ils ne connaissaient pas ou d'accéder à des degrés de plaisir qui leur étaient inconnus. Il y a eu de très beaux reportages réalisés sur ce métier-là sur Netflix dans une émission qui s'appelait, je ne sais plus, qui était présentée par Gwyneth Paltrow, mais je ne me souviens plus du titre de l'émission. Et où on montre ça. Donc c'est pareil, les sex-bod, les sexological bodyworkers sont interdits en France. Il y en a. Oui. Évidemment, il y en a. Mais bon, voilà, ils ne peuvent pas faire de publicité. Ils peuvent pas, voilà. Ok. Eh ben, je pense qu'on arrive vers la fin. Donc, il y a peut-être quand même si une dimension que j'aborde dans mon livre, où je pose plein de questions à la fin de mon livre et où je dis, j'appelle les gens à me donner finalement leur ressenti dans leur sexualité, si ça les a aidés ou pas. Et en fait, j'évoque Claire de Lys, que vous connaissez apparemment. Oui, c'est une amie Claire. Voilà, qui est une amie à vous. Bon, moi, je la connais pas personnellement. J'étais tombée sur un article d'elle dans Nexus, où elle disait qu'on pouvait carrément guérir le monde avec l'énergie sexuelle. Et je voudrais qu'on termine là-dessus parce que je trouve ça extraordinaire. Alors, elle invitait les lecteurs de Nexus qui étaient des couples alchimiques. Elle lui envoyait un email. Elle cherchait, je crois, 6 couples alchimiques qu'elle voulait réunir dans une pièce ou alors séparément, mais dans le même lieu, pour envoyer cette énergie sexuelle dans un lieu en conflit, par exemple, où il y a une guerre. Pour qu'il y ait justement moins de guerre. Un peu comme quand on se réunit et on fait une méditation de masse à telle heure, tel jour, et on dit c'est pour la paix dans le monde. C'est vrai qu'il y a eu des études sur les méditations qui disent que quand les gens se réunissent tous à une même heure, il y a un impact. Et donc moi je trouve ça assez incroyable parce que bon, l'énergie est partout, et donc cette énergie sexuelle, quand on fait l'amour, donc déjà on se guérit en couple.
Mais apparemment, on serait capable, alors, je ne sais pas si vous avez fait des tests dans ce sens-là, moi je sais que parfois en faisant l'amour avec mon ex-compagnon, on se disait, bah tiens, on va envoyer de la guérison vers une personne malade dans la famille ou je sais pas quoi. Enfin, on avait une intention en début de l'acte, mais bon, j'ai pas l'impression que ça ait jamais fait quoi que ce soit. Donc je sais pas si puisque vous sentiez une énergie dans la pièce la première fois où vous avez fait l'amour, est-ce que vous avez des intentions de guérir d'autres gens que vous, d'envoyer cette énergie dans l'univers, de faire quelque chose avec, ou vous en êtes pas là? Moi, ce que j'ai ressenti beaucoup, de nouveau, avec Guillaume, c'est que j'avais l'impression vraiment d'être à la fois toute petite dans l'univers et à la fois d'avoir tout l'univers en moi. Il y avait quelque chose comme ça, de cet ordre-là, tu vois, de un dans le tout et de tout dans l'un. Et ça a été très, très fort, effectivement. Mais ça m'étonne pas du tout que Claire de Lys ait dit tout ça. Parce que elle me l'a pas dit, je l'ai lu dans mon article. Claire le fait tous les mois avec un certain nombre de couples. Au moment de, je ne sais plus si c'est au moment de la nouvelle lune ou de la pleine lune. J'avais vu ça sur son site, effectivement. On en a parlé avec elle la dernière fois. Elle vous a jamais compris. Et on n'est pas venu. On n'est pas venu parce qu'on avait un truc le même jour. Enfin, voilà. Mais c'est magnifique. Et alors, est-ce qu'elle a des résultats? Parce que c'est ça, en fait, la vraie question. Est-ce que ça fait quelque chose vraiment sur le monde? En fait, ce que tu abordes là, c'est une partie de la sexualité qui s'appelle la magie sexuelle. Et dans la magie sexuelle, il y a quelqu'un qui a travaillé là-dessus, qui a écrit un livre magnifique, qui est Margot Anand, dans un de ses 5 livres. Il y en a un proprement sur la magie sexuelle. La magie sexuelle, c'est on se relie effectivement à une intention, on crée un talisman, c'est-à-dire on crée un objet dont la forme nous vient en lien avec l'intention, et on fait l'amour en se reliant à ce talisman, et au moment du sommet orgasmique, quelle que soit la forme que prend l'orgasme à ce moment-là, on est focalisé là-dessus, et ça change quelque chose. Oui, ça change quelque chose. Pourquoi? Parce que tout ce qui est matériel est d'abord de l'énergie. Et que cette énergie, elle est dirigée par l'intention. C'est la loi de l'univers, ça. Et c'est ce que Einstein a expliqué. Donc en plus, on sait sur un plan scientifique que c'est juste. Tout le matériel a d'abord une existence énergétique. Et ce qu'il y a de magique dans le monde, et ce qu'on voit aussi en physique quantique, c'est qu'il y a un moment donné où l'énergie bascule et devient matérielle. Elle se concrétise, elle se matérialise. Et c'est l'intention qui permet ça. Et avec la sexualité, qui est l'endroit où il y a le potentiel énergétique le plus fort, effectivement, on peut orienter l'énergie en vue d'un résultat précis et participer à ce résultat ou contribuer ou carrément l'obtenir. Donc voilà, donc après, moi, ma vision de la manière dont nous on fait l'amour, c'est qu'on fait l'amour sur un mode égoïste. Pour vous, pour votre propre énergie, comme ça vous n'êtes pas malade. C'est déjà pas mal. Mais c'est la discussion qu'on avait avec Claire, qui nous disait, mais pourquoi vous ne mettriez pas une intention? Et c'est vrai que ces derniers temps, on ne l'a pas fait, mais peut-être que vous pourrez faire ça ce week-end. Un champ à explorer, on se fera peut-être une interview sur le sujet une autre fois. Ça m'intéresserait de rencontrer Claire pour qu'elle parle de ça, parce que je trouve que c'est un champ exploratoire assez incroyable, et c'est vrai que moi c'est encore quelque chose que je ne connais pas, la magie sexuelle. J'ai pas encore développé la chose, mais je trouve que c'est hyper intéressant de se dire que cet acte-là peut avoir une portée beaucoup plus grande, parce que l'énergie, c'est aussi l'énergie de l'amour. Ouais. Tout à fait. Ce qui crée, c'est de l'amour à la base. Sinon, s'il n'y a pas de matrice et s'il n'y a pas. L'énergie, c'est l'amour. L'énergie, c'est l'amour. Donc, c'est l'amour, l'énergie vitale, c'est l'énergie sexuelle. S'il n'y avait pas de sexualité, on ne serait pas en vie, on ne serait pas là. Donc, c'est un peu nécessaire. Oui, je ne sais plus quelle est la cosmogonie dans laquelle on raconte que le monde a été créé par un dieu et une déesse qui c'est l'amour. Et je trouve ça très beau comme message. Alors je ne sais plus si quelle est la tradition à laquelle ça se rattache, mais je
trouve ça très beau comme message parce que ça veut dire, ce que ça vient nous dire, c'est à chaque fois que vous faites l'amour, en fait, vous créez un monde. Et vous vous inscrivez dans cette tradition-là, vous vous reliez aux dieux qui ont créé le monde dans lequel vous êtes. Et finalement, c'est ça, c'est exactement ça. Oui, et puis au-delà de ça, dans mon livre Enfant vaginal, c'est vrai que je termine en disant que si tout le monde se respectait dans les lits et qu'on avait vraiment cette dimension d'amour inconditionnel, puisque finalement c'est ça qu'on développe dans cet amour conscient, il n'y aura plus de guerre en fait. Les gens se respecteraient en dehors aussi. Et donc ça aussi c'est une guérison du monde, de la relation entre deux êtres. Mais ça leur permet de guérir la relation aux autres en général aussi. Moi, j'en suis persuadée, en fait. Et du coup, la guérison, elle serait complète si tout le monde faisait l'amour en conscience, je pense. D'où le slogan, faites l'amour, pas la guerre. C'est ça. Mais ça reste complètement juste, bien sûr. Ouais, c'est pour ça que ce qui nous porte aussi, c'est vraiment de travailler sur la sexualité amoureuse. Parce que finalement... toutes ces femmes que j'ai interviewées par le passé, je me suis rendu compte que dans leurs expériences où il n'y avait pas d'amour, dans leur sexualité, c'était des expériences qui étaient malheureuses. À l'exception de 2-3 femmes qui avaient énormément travaillé sur elles-mêmes et qui étaient tout à fait capables de multiplier des relations sexuelles avec des partenaires en étant en amour, mais dans une relation qui n'était pas engagée. Mais souvent c'est difficile de dissocier les deux. J'ai eu aussi le retour de beaucoup de femmes qui, elles, avaient envie de s'aventurer vers une relation sexuelle, une aventure, on va dire, sans amour, et qui ressortaient, pas forcément tout de suite, mais finalement le retour, c'était toujours le même. C'était qu'elles n'avaient pas été satisfaites et qu'elles s'étaient senties même mal par rapport à ça. Quand je dis tout ça, c'est en dehors de tout jugement, évidemment. Mais pourquoi ? Parce que dans leur corps, il y avait quelque chose qui n'était pas bon pour elles, en fait. Pourquoi ? Parce que quand la sexualité, c'est quand même l'acte intime par excellence. S'il n'y a pas d'amour, ça veut dire qu'on traite l'autre comme un objet, quelque part, et non pas comme un sujet. Et si l'autre on le traite comme un objet, il n'y a aucune raison que lui ne nous traite pas comme un objet aussi. Et donc tout ça, ça vient se poser dans le corps. Et donc c'est pas bon. C'est pas bon quand on ressort de là en se disant voilà, je me suis sentie comme un objet et pas comme un sujet. Et évidemment, quand j'ai tout ça, je ne suis pas en train de dire qu'il faut absolument s'aimer pour faire l'amour. C'est juste un constat, c'est prendre le paradigme à l'envers. Je pense que c'est mieux. De toute manière, on est quand même là pour faire un peu l'apologie de l'amour conscient. Je parle pas d'engagement, je parle vraiment... Peut-être conscient, juste. Et les femmes qui ont le plus de plaisir dans ce que j'ai pu étudier, de plaisir, d'orgasme, du multi-orgasme, de tremblement, de lumière, de spasme, de kundalini, de fontaine. Ce sont des femmes qui ont beaucoup travaillé sur elles-mêmes, quel que soit le type de sexualité engagée, quelle que soit leur orientation sexuelle. Ce sont des femmes qui ont réfléchi en fait à ce qu'elles attendaient de leur sexualité et qui étaient complètement alignées entre ce qu'elles souhaitent et ce qu'elles font. Et qui sont connectés à leur corps surtout. Parce que moi je n'ai pu rentrer là-dedans que quand j'ai été connectée à mon corps. Et j'imagine que vous aussi, parce que beaucoup de gens sont déconnectés de leur corps, tout à fait. Et de leur souffle et de tout plein de choses. C'est ça. Voilà. J'aimerais que vous me disiez, Sabrina et Guillaume, si vous avez un petit mot de la fin pour conclure ou sur la guérison et la sexualité consciente. Moi je dirais que en fait on n'est pas obligé d'aller parce qu'il y a beaucoup de pression aussi sociétale, plus que sociale encore, mais sociétale sur il faut faire l'amour. Donc il y a des dictates qui sont assez forts là-dessus et ça peut être pesant aussi pour des personnes qui sont en couple, surtout qu'avec la durée, la sexualité c'est pas évident dans un couple de longue durée, qu'elle soit toujours là, donc peut-être de déculpabiliser, de pas que chacun fasse comme il en a envie et comme il le peut aussi. Simplement,
c'est vrai que pour un couple qui a envie d'explorer ce terrain, je trouve ça magnifique. Et parfois, c'est vrai qu'il y a peut-être un besoin d'être aidé, tout simplement. Et moi, mon message principal au sujet de la sexualité, c'est que la sexualité ne doit pas être un tabou. Quel que soit son choix, on a le droit de ne pas avoir envie, on a le droit d'avoir envie, on a le droit d'aimer ça, de ne pas aimer ça. Mais surtout que ce ne soit pas un tabou. Parce que le tabou, c'est le silence, c'est le non-dit. Et c'est forcément synonyme de souffrance. Et d'engrammage dans le corps. Oui, d'engrammage, d'incompréhension, de non-connaissance. C'est pour ça que pour moi, c'est tellement important d'apporter de la connaissance. Parce que quand on sait, on comprend. Si on ne sait pas, on ne peut pas comprendre. Yo. Le mot de la fin, moi, c'est faites l'amour. Pas la guerre. Pas la guerre. Faites l'amour. Ben, je vous remercie infiniment et merci d'être resté connectés tout le long et de démontrer cet amour puissant qui vous anime tous les deux et d'être venus jusqu'à moi. Et puis, vos stages sont disponibles sur votre site, alors vous pouvez peut-être dire... Oui, les stages sont sur le site de l'Université de l'amour et le site c'est www.université-l'amour en un seul mot.fr. D'accord. Voilà, Université de l'amour. Donc tous vos stages sont là, votre accompagnement accompagnement aussi. Il y a le dernier livre, il y a super, la possibilité de faire des thérapies, soit avec moi, soit avec nous deux, dans le cadre des journées couple booster. Il y a tout ce qu'on fait. Super. Tout est là. Et ben, en tous les cas, je vous souhaite de donner beaucoup de guérison aux couples qui viennent vous voir via vos stages et via tous les ateliers que vous faites. Et puis, je vous remercie encore pour votre présence. Merci de m'avoir invité. Et puis, je pense qu'on se reverra dans d'autres émissions très prochainement. Merci Olivia. Merci à vous deux. C'est Olivia. J'ai envie de faire l'amour avec toi. J'ai envie qu'on danse cette danse-là, que l'on s'unisse, toi et moi. J'ai envie qu'on ne fasse qu'un ou une en choix. J'ai envie de faire l'amour avec toi. J'ai envie de sentir ton cœur qui bat si fort là, tout contre moi, pour contre